La proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 met définitivement fin à la présence française dans l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Les dirigeants haïtiens, dès 1804, ont à faire face à des problèmes majeurs. L'économie est complètement dévastée après des années de guerre et surtout après cette guerre totale menée contre l'expédition française de 1802 et qui a abouti à l'indépendance de l'île. Mais cette indépendance n'est pas reconnue internationalement. Donc les dirigeants haïtiens devront se mobiliser pour faire accepter le nouvel État dans un environnement qui lui est hostile. Moins de 3 ans après la proclamation de l'indépendance par Jean-Jacques Dessalines, celui-ci est assassiné le 17 octobre 1806 et le pays va se diviser en deux. D'un côté, l'État d'Haïti qui deviendra le royaume du Nord avec Christophe jusqu'en 1820. De l'autre, la République d'Haïti avec Pétion qui devient le premier président de cette République et on aura même un troisième État dans le sud d'Haïti avec Rigaud et Borgelat en 1811 jusqu'en 1812. Le général Jean-Pierre Boyer succède à Alexandre Pétion à la tête de la République d'Haïti. En 1820, après le suicide d'Henri Christophe, il occupe le nord d'Haïti et en 1822, il réunifie toute l'île et désormais, Boyer de 1822 à 1843 va gouverner sur l'ensemble de l'île d'Haïti. En 1825, après des négociations avec la France, le président Jean-Pierre Boyer accepte le principe du paiement d'une indemnité aux colons français en échange de la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti. Le paiement de cette indemnité par la République d'Haïti limitera les possibilités de développement du pays pratiquement pendant tout le 19e siècle. Le président Boyer fera voter la première loi sur la création d'une banque nationale en Haïti. Cette banque ne verra évidemment jamais le jour. C'est sous le gouvernement de Michel Domingue et sous l'influence du puissant vice-président du Conseil, son neveu Septimus Rameau, que la question de la Banque nationale est remise à l'ordre du jour. Dans ce contexte, le 16 juin 1874, un arrêté est pris portant création d'une banque nationale et elle est ratifiée par les chambres le 12 août 1874. Cette banque cependant ne verra jamais le jour. Mais en octobre 1874, le gouvernement Domingue Rameau passe une concession à un citoyen américain, Lazare, pour la création d'une banque. Lazare devait apporter les 2 tiers des capitaux et l'État haïtien l'autre tiers, c'est-à-dire Lazare devait apporter pour le capital initial de la banque de 3 millions de dollars, 2 millions et l'État 1 million. Évidemment, Lazare est un aventurier, cela ne se matérialisera pas et malgré le fait qu'on a commencé la construction d'un très bel édifice pour loger la banque. Édifice dont les matériaux finiront dans la construction de l'église Saint-Antoine à Port-au-Prince. Cette tentative finit mal, on connaît la déconvenue du gouvernement Domingue Rameau, le pillage lors de la tentative de fuite de Rameau vers le sud et le départ vers l'exil du président Domingue. Le président Salomon, 5 mois après son arrivée au pouvoir, autorise le gouvernement à créer la Banque nationale d'Haïti. Charles Laforesterie, qui a été à l'époque de Domingue chargé d'affaires à Paris et qui avait participé aux négociations de l'emprunt Domingue, est chargé des négociations. Un accord est trouvé avec la Société de crédit industriel et commercial de Paris pour la création de la banque. Cet accord est ratifié par les chambres le 15 septembre 1880 avec la création
de la Banque nationale d'Haïti, la BNH. Cette banque est une banque française. Elle a son siège social à Paris. Les actionnaires sont essentiellement français. La nouvelle banque se retrouve donc en position de monopole parce qu'elle est la seule banque commerciale qui opère en Haïti et qu'en même temps, elle est un institut d'émission et caisse centrale du trésor public. La présence de la banque en Haïti va susciter un certain nombre de controverses. On le voit dans les écrits d'auteurs aussi différents que Frédéric Marcelin, qui sera un farouche opposant à la banque. De même, la banque aura aussi ses défenseurs, comme Charles Laforesterie. À titre d'exemple, un commerçant de Port-au-Prince écrivait à l'époque « La création de la banque fera époque dans les annales de notre histoire. Elle conduit invinciblement au progrès et à la civilisation moderne. » D'un autre côté, des tracts circulaient dont l'un disait « Haïtiens, l'acte infâme du gouvernement de Salomon est consommé, et bientôt le pays recevra le joug de ses nouveaux exploiteurs. Ainsi la banqueroute de notre indépendance vient d'être froidement et délibérément accomplie par la banque Salomon La Foresterie. C'est avec lui que le gouvernement nous replace dans le giron de l'ancienne métropole. » On reprochait aussi à la banque le fait qu'elle n'avait pas servi à financer l'industrie et le commerce local, et donc qu'elle se contentait de prélever des commissions et tout en ayant ce monopole du service de la trésorerie publique. Profitant de l'incendie du ministère des Finances et de ses archives en 1884, deux hauts fonctionnaires de la banque, l'anglais Coles et le français Cloubet, essaieront de se faire payer de nouveau des mandats déjà payés par le gouvernement. La banque, par sa situation de monopole, disposait de privilèges régaliens face à un État haïtien en pleine crise, soumis aux dictats de l'étranger, aux pressions des guerres civiles, des insurrections, et aussi au paiement de réclamations par les commerçants étrangers locaux, appuyés par une diplomatie de la canonnière. C'est sous le gouvernement de Nord-Alexis, en 1904, que la banque connaîtra, je dirais, sa plus grave crise. Le président Nord-Alexis va déclencher la mise en place d'une procédure qui conduira à un procès retentissant où seront mis en accusation les hauts dirigeants de la banque, des hauts fonctionnaires et des ministres haïtiens du gouvernement de Tirésia Simon-Sam qui a précédé le gouvernement de Nord-Alexis. Et c'est ainsi que, pour la première fois en Haïti, dans un procès absolument régulier, l'on révélera toutes les combines, les magouilles et les détournements de fonds qui se sont réalisés au détriment de l'État haïtien. Alors, évidemment, conclusion de ce procès, 3 des ex-consolidats deviendront présidents de la République. Les généraux Tancred Auguste, Cincinnatus Lecomte et plus tard le dernier président, Villeboin Guillaume Sam, avant l'occupation américaine de juillet 1915.